Aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs de la violence qui sont au Sénégal ou ailleurs, qui sont des écrivains de l'exil, comme on les appelle, ou des écrivains du terroir. Ces écrivains sont là. Moi, je suis contente de voir quelqu'un entrer dans cette mouvance parce que c'est encore une fois, comme je le dis, une manière de se dire que la littérature africaine a changé. Elle a changé parce que le combat n'est plus le même. La négritude a été un passage obligé qui a correspondu à une époque de notre histoire. Ensuite, il y a eu d'autres combats qui sont venus après la négritude, mais comme le dit aussi bien Senghor, il faut réinventer la négritude. C'est aux générations futures de réinventer leur négritude, parce que cette négritude prend plusieurs aspects, que ce soit l'africanité par la suite, la francophonie, ou quel que soit le combat où on peut être. Mais ce qui est important, mais ce que je voulais dire, c'est la seconde remarque, l'autre remarque, c'est par rapport au livre lui-même, que je pourrais peut-être, en attendant le jugement dernier, appeler Le Monde selon Ablaye Banana. Je suis un peu, c'est-à-dire que j'ai adoré quand même cette histoire parce que je l'ai aimé, je veux dire, nonobstant si on enlève bien entendu, parce qu'Alioune a parlé de ce côté un peu lubrique, entre guillemets, Le Monde selon Ablaye Banana, parce qu'Ablaye Banana, vraiment, c'est quelqu'un qui est assez spécial, parce qu'il a un langage spécial, il a une manière spéciale de voir l'histoire, parce que lui, l'histoire, on lui fait des crocs en jambes, on lui tourne un peu la tête, on lui tord le cou de temps en temps et on lui roule des pelles. Donc, je veux dire, Ablaye Banana, c'est un peu selon la vision d'Ablaye Banana, ces pauvres nègres aux lèvres lipues, qui ne pensent qu'à copuler, à s'empiffrer, à chanter et à danser, à se rouler des pelles. Donc, c'est un peu ça que je retrouve. C'est vrai qu'on aura l'occasion d'en reparler au fur et à mesure, mais je me dis, c'est important. C'est vrai que ce qu'on regrette un peu, et ça, moi, je vous le dis, parce que tous les livres qui s'inscrivent dans cette optique, parce que c'est un roman historique, quoi qu'on puisse dire, parce que c'est un roman qui intéresse une partie de l'histoire sénégalaise, qui s'arrête à un endroit précis de cette histoire aurait dû, moi, j'ai beaucoup regretté, parce que quand j'ai été directrice littéraire aux Nouvelles Éditions africaines, je suis écrivain moi-même, et j'adore la poésie quand elle me coule à l'oreille. C'est vrai qu'on a un peu cette déception dans l'ouvrage, qu'à chaque fois, tout tourne autour du sexe. Et c'est vrai que c'est un côté, c'est vrai que le sexe peut être abordé dans un roman, mais à ce degré, c'est tellement, ça revient tellement que finalement on se dit, cet ouvrage remplit mal son rôle. Son rôle aurait été d'arriver dans un schéma précis, d'apporter aux générations que nous sommes ou aux générations futures un éclairage de l'histoire du Sénégal. Mais malheureusement, ça a été le vol. Voilà, je veux dire, c'est un peu ce que je voulais dire. C'est vrai que l'opinion de l'auteur n'a rien à voir avec l'opinion de son héros. Quand j'écrivais ces passages-là qui peuvent sembler choquants, effectivement, j'ai pensé à tout cela, aux lecteurs, aux plus jeunes, mais aussi aux traditionalistes et tout cela, parce qu'on a une éducation tous qui fait qu'on ne peut pas parler comme ça, comme Ablaye Banana. Personne, je pense, dans cette société-là ne parle comme Ablaye Banana. Mais ça aussi, c'était un pari artistique à prendre. Est-ce que je pouvais, en utilisant bien sûr des termes lubriques et tout cela, attirer encore l'attention davantage dans rendre disons, le message beaucoup plus percutant aussi. Il y a aussi ça. En fait, il faut le prendre d'une autre manière, c'est-à-dire il y a l'ironie, il faut en rire et ensuite se dire peut-être il y a quelque chose à apprendre là-dessus. Mais vous voyez, tout le temps, le sexe n'a pas une importance aussi. Oui, c'est ce que je voulais dire. Voilà, ça ne tourne pas autour du sexe, c'est juste des défauts, voilà, des défauts que certains ont. Parce que je veux, en fait, ce que j'ai voulu, c'est faire de mes personnages des gens ambivalents. Ils sont tous ambivalents. On voit Cosito qui parle des cartes et tout cela, et pourtant qui a un défaut, les femmes d'autrui. Il y a avant lui Osino, le maître d'école un peu raciste et tout ça, qui vient et qui est imbu de sa mission et tout cela, et qui a aussi ça, effectivement. Mais on le voit, c'est aussi un défaut qui existe dans nos sociétés. On voit que les grands hommes de ce monde aussi, l'affaire Domis Strauss-Kahn en est une illustration. L'illustration la plus récente et la plus parlante, c'est que effectivement on peut avoir des qualités énormes dans la vie et pourtant souvent d'ailleurs les humains ont ce défaut là. Donc
Donc il faut, je pense, l'accepter et en rire plutôt que d'en faire quelque chose de choquant. Je veux dire, c'est pourquoi je vous ai lancé une boutade tout à l'heure en vous disant que je reconnais un peu l'auteur parce qu'on est dans cette veine d'auteur provocateur. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui, quand même, moi, en tant qu'écrivain, je me dis... Dommage un peu, parce que c'est vrai que ça dépend du lectorat aussi. Peut-être qu'il aurait peut-être des parents diront à leur enfant, faites gaffe, c'est un livre qu'il ne faut pas lire. Vous le dites un peu au début, vous citez une romancière camerounaise qui dit que notre plus grande faute, le blasphème perpétuel que nous commettons, c'est notre incapacité à nous envisager nous-mêmes. Voilà. C'est un peu pour dire qu'il y a une certaine hypocrisie, quoi. Qui est là, effectivement, qui est liée au décorum, c'est normal. Là, dans la société, il y a une certaine hypocrisie qu'il faut avoir pour que la société, pour la cohésion sociale puisse exister, tout cela. Seulement, j'ai voulu, comme je vous dis, un pari artistique qui peut effectivement plaire et ça peut aussi déplaire. Mais effectivement, c'était ça. Oui, moi je pense, moi j'ai lu ce livre et c'est pas le premier de vos livres que je lis. Vous avez lu Thalès le Fou? Absolument, j'ai lu Thalès le Fou parce que j'avais entendu que Thalès le Fou a été censuré. Est-ce vrai? Est-ce vrai? C'est une censure qui n'est pas officielle, mais les livres ont été bloqués à la douane sénégalaise l'année dernière quand j'étais venu pour faire une cérémonie de dédicace. Pourquoi? Vous avez lu le bouquin, oui, certainement ça a dû gêner les autorités sénégalaises. Parce que c'est un livre qui parle de l'immigration clandestine, mais effectivement, et les milliards qui sont détournés un peu partout dans le pays, et ainsi de suite. Certainement, certains sont sentis, ont fait un peu de zèle, je pense, là-dessus, et ils ont bloqué le bouquin. Et jusqu'à présent, je pense qu'on est dans cette situation-là. Absolument. Oui. Mais celui-ci n'est pas bloqué. Celui-ci n'est pas bloqué. D'ailleurs, le samedi dernier, j'ai fait une signature là-dessus, sur ce bouquin. Parce que vous ne touchez pas le régime. Je ne touche pas le régime, sauf qu'il faut après, il faut prévoir parce que, en fait, historiquement, le livre s'arrête, la chronologie s'arrête en 1962. Mais avec les événements de Dia Senghor et tout ça. L'histoire se répète souvent. L'histoire balbutie souvent. Et je pense qu'il y a plein de choses à prendre aujourd'hui. Les enjeux de. Vous avez fait plus dans l'allégorie, effectivement, par rapport. Effectivement. Alors, moi, sur la forme, je dirais que le livre, vous parlez français. Ça, il n'y a rien à dire. Par exemple, j'ai lu tout le livre et je n'ai relevé qu'un seul écart syntaxique, c'est à la page 67. J'aimerais bien voir ça. Quand vous dites à la page 67, non, à la page 60, vous dites elle ne peut s'emparer que de terres pauvres et insignifiantes, comme la colonie du Sénégal, dont le sous-sol ne recelait d'aucun minerai rare. Donc je pense ne receler aucun minerai rare. Et c'est le seul écart que j'ai vu. C'est vraiment quelque chose de remarquable. Mais par contre, par rapport à l'éditeur, j'ai vu qu'il y avait une phrase au moins qui ne terminait pas par un point. Et ça, je pense que c'est pas très normal. Hein. Moi, je le dis tout le temps. Mais il y en a qu'une. Il faut qu'on en arrive au zéro faute, c'est moi. Oui, mais effectivement, parce que je me fais corriger. Hein. Oui. Je lis, je relis, je donne à des spécialistes qui relisent. Oui. J'ai remercié. Mais par rapport au livre qu'on a eu à lire ici depuis le début, mais donc je fais attention à cela parce que c'est très important. C'est très important. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'à la réédition, il faudra qu'on reparle de tout ça. Effectivement, c'est très important. Une seule page, à la page 167. C'est très important. Il y a un paragraphe qui ne termine pas par un point et les guillemets ne sont pas fermés. D'accord. Et je pense que c'est important. Il faut qu'on en arrive parce que ces moments, ma position, c'est que nous sommes indépendants depuis 5 ans. 50 ans. Nous le clamons. Mais il faut que ça se reflète quelque part dans ce que nous faisons aussi. Effectivement, on ne peut pas éditer depuis 50 ans et ne pas arriver à faire zéro faute. Moi, j'ai lu un ouvrage d'un journaliste français, 679 pages, il n'y a pas une seule faute. Zéro faute. Et non, le but, effectivement, c'est ça. Le but, c'est ça. Alors, par contre, il y a quelques écarts de sens que je vois. Par exemple, à la page 19, vous dites Ammayata est la première partie du Coran. Ça, j'avais relevé. C'est la dernière partie, en fait. Sauf que c'est la première partie que j'ai apprise. Oui, mais c'est la dernière partie. Effectivement, du Coran. Non, je comprends tout à fait. Très bien. Et vous dites. Et pour être plus précis, c'est pas la dernière partie, ce sont les deux dernières parties. Oui, ce sont les deux dernières parties. Okay. La 59e et la 60e. Très bien. Alors. Par rapport au bouddhisme, par exemple, vous dites à la page 22,
que le créateur de l'univers s'appelle Yallah chez nous les nègres, Jéhovah ou Seigneur pour certains, Yahvé, Krishna, Bouddha chez d'autres. Ça, c'est des facilités. Oui, mais c'est quand même une inexactitude. Hein. C'est pas exact de dire. Il y a pas mal d'inexactitudes qui ont été voulues par l'autre, parce qu'il est dans le langage parlé aussi parfois. Okay, mais et donc, voilà, pour faire simple, parce que certains disent que Jésus même est Dieu. Donc, vous voyez, c'est... Ok, mais là, ça aurait été exact de dire que certains le disent, mais personne ne dit de façon exacte que Bouddha est le Bouddha est créateur. Donc ça, c'est pas exact, et je pense qu'il faut écrire exact. Alors... vous dites que dans le Coran aussi, il n'est pas précisé la durée de la création. Si, la durée de la création est précisée. Ça, j'étais sûr qu'il allait sortir ça. Bon, je l'avais noté, mais je savais qu'il allait. En période. Oui, mais pas de manière exacte. Et là, c'est un clin d'œil que je fais un peu. C'est une provocation que je fais un peu à la Genèse. Exactement, que c'est fait en 6 jours. Exactement. En 6 périodes. En 6 jours. Pour faire. Alors là, les 6, je dis même. En heure, allez plus loin, on connaît même la seconde précise. L'heure et la minute exacte à laquelle l'homme a été créé. Seulement pour un musulman qui lit, on lui dit qu'il n'est pas précisé dans le Coran la durée de la création. Mais dans les traductions, il y en a qui disent qu'on ne peut pas traduire cela en jours, on peut traduire ça en période. C'est une durée de toute façon. Mais c'est une durée. C'est une durée. Donc la durée est bien. Mais je vous assure, hein, sur ce plan-là, il y a quand même. C'est vraiment remarquable. Hein, cet ouvrage est remarquable à ce niveau-là. Alors, pour ce qui est du fond, c'est vrai, hein, moi, vous dites vous-même que votre œuvre ne sera pas étudiée dans les petites classes. Mais elle ne sera pas aussi dans les grandes classes. Hein, tout simplement parce que vous donnez une orientation, je pense, qui n'est pas polémique, mais qui vous marginalise, vous vous auto-marginalisez. Pourquoi? Parce que quand on parle d'œuvre littéraire, on fait nécessairement une critique esthétique. Et l'esthétique objective veut que l'on arrive à capter la réalité concrète qui se déroule en dehors de votre pensée, à la mettre sous forme de spot, à l'intérioriser et à la ressortir en sorte qu'il y ait une adéquation entre ce que vous dites et la réalité. Mais c'est ça qu'on ne retrouve pas dans cette œuvre-là. Okay? C'est-à-dire, très bien. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas parler d'œuvre littéraire sans parler d'esthétique. Et le b.a.-ba de l'esthétique, c'est l'esthétique objective. C'est-à-dire, il vous faut capter la réalité concrète, telle qu'elle, l'intérioriser, essayer de la restituer, avoir une adéquation entre vous et cette réalité. Sinon, il y a un décalage logique qui fait que vous êtes en dehors de la réalité. Alors, ici, vous avez écrit 206 pages. Je me suis amusé à relever le nombre de fois où vous avez parlé de sexe et ses variantes. 114 fois. Ok, 55% de l'ouvrage. Ok, ce qui n'est pas en adéquation avec nos réalités propres. Et d'ailleurs, par exemple, à la page 87, oui, concrète, hein? Non, pas concrète, disons nos réalités entre guillemets, quoi. Oui, nos réalités concrètes. Pas concrète. Parce que vous écrivez en Wolof. Vous écrivez en Wolof. Parfaitement, oui. Ok, le marabout s'appelle Kemtan. Vous-même, vous l'avez dit, vous ne donnez pas de note de bas de page pour des expressions Wolof. Donc, un Wolof va vous comprendre, un Swahili ne va pas vous comprendre. Alors que chez les Wolof, mais tout ce qui tourne autour du sexe est imagé, allégorique. Hein? Je ne sais pas si vous allez dire hypocrite, mais c'est imagé. Alors que vous, par exemple, à la page 87, vous utilisez le mot Bangala 8 fois dans une seule page. Alors ça, regardez votre couverture, c'est une jeune fille très belle, les seins